Bonjour à toutes et à tous, c'est une comédienne de théâtre que nous recevons aujourd'hui, comédienne de théâtre et enseignante de cet art théâtral, Marie-Françoise Savary, soyez la bienvenue dans le salon de guide privé. Alors une comédienne a pour principe de se vêtir des habits des autres, mais vous êtes venue avec vos propres habits et vous avez accepté de parler de vous-même. L'amour et ses différentes traductions vont être présentes tout au long de notre entretien. Amour de votre vie, de votre quotidien, vous aimez que le quotidien vous fasse des surprises, vous nous en parlerez tout à l'heure. Amour de votre mari aussi et de vos enfants. Amour du théâtre. Alors on va commencer avec cet amour du théâtre. C'est à votre papa que vous devez cet amour. C'est lui qui vous l'a offert. Il a monté une pièce, pas une pièce, mais une troupe de théâtre amateur et puis vous a donné l'envie, peut-être l'ordre d'ailleurs à l'époque, de vous intéresser au théâtre. Comment ça s'est passé ? Eh bien oui, papa avait créé une troupe de théâtre amateur en Touraine, c'est là d'où je suis originaire. Et bien c'est vrai que ça a trotté dans ma tête longtemps. Et puis après j'ai eu d'autres... Vous aviez quel âge à l'époque quand vous vous êtes intéressée pour la première fois ? Pour la première fois au théâtre, en fait ça s'est passé quand j'étais à l'école, puisque j'étais dans une institution religieuse et il y avait pour obligation d'aller tout le jeudi. À cette époque-là, le jour de vacances c'était le jeudi. Donc on devait aller obligatoirement au théâtre. Donc les Fourberies de Scapin ? Les Fourberies de Scapin et tant d'autres œuvres théâtrales, musicales également, mais le théâtre. Et pour moi, ça a été vraiment un endroit extraordinaire, quoi. Comment expliquez-vous, Marie-Françoise Savary, que votre papa ait eu cet amour pour le théâtre ? Je ne sais pas, peut-être c'était quelqu'un qui était très pudique, donc ça lui permettait de s'exprimer. Et puis il était très clown. Donc ce besoin de faire rire les autres, d'aller jouer des rôles, de réjouir, de divertir, je pense que c'est ça qui lui avait donné l'envie et l'idée de faire du théâtre. Vous m'avez confié cette magnifique expression, mon père, m'avez-vous dit, vendait du vent, puisqu'il était publicitaire. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il disait. Ça ne va pas faire plaisir à tous les publicitaires qui nous regardent. Pourquoi c'est beau le vent ? Non, il disait ça de lui-même, je vends du vent, c'est cette espèce de chose futile, mais finalement dont on a besoin, puisque si le vent n'existait pas, il ne transporterait pas les petites graines pour permettre à d'autres fleurs de renaître, de revivre, donc ça a son utilité, le vent aussi. Vous gardez quel souvenir de lui ? Un grand souvenir, c'est quelqu'un de très, très rigoureux, de très franc, de très honnête, quelqu'un de très, très croyant aussi, et bon, sa disparition il y a quelques années, bien sûr, a été quelque chose de douloureux. Mais c'était quelqu'un, même si c'était mon père, j'avais pas la facilité de venir auprès de lui. C'était quelqu'un qui s'imposait, d'abord de par sa stature, et puis qui avait, je pense, beaucoup de coins secrets. Et qu'il exprimait sa tendresse avec beaucoup de pudeur. Vous n'avez pas souvent ou pas trop pris dans ses bras ? Pas trop. Je me souviens d'une fois, c'était à la mort de sa mère, donc à la mort de ma grand-mère, où évidemment il avait cette peine que tout enfant a quand il perd un de ses parents. Quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Et là, effectivement, on a eu un très beau moment de tendresse. Et puis un autre moment qui a été fabuleux. Mon dernier fils, qui devait naître aux environs du 9 mars, qui était l'anniversaire de papa, j'avais demandé au gynécologue s'il était possible de le faire naître le 9 mars pour l'anniversaire de papa. Et il y avait juste 60 ans d'écart. Et c'était son cadeau d'anniversaire. Donc je lui avais téléphoné pour lui dire que son petit-fils était né. Et là, c'était un blanc pendant plusieurs minutes au téléphone. Mais ça, c'était papa. Vous avez, visiblement, vous avez beaucoup d'émotions à nous parler de votre père et peut-être un peu de regret au fait qu'il ne vous ait pas forcément pris sur ses genoux ou embrassé comme beaucoup de pères peuvent le faire avec leur fille ou leur fils. Est-ce que ça vous a du coup vous-même poussé à le faire beaucoup plus que naturellement avec vos propres enfants ? Je ne sais pas.
J'ai 4 enfants et j'ai des enfants qui ont été très tactiles, donc qui avaient besoin d'être dans les bras, d'être caressés, d'être protégés, d'être tenus. Et puis d'autres enfants, je pense à mon aîné en particulier, qui était un petit peu comme une anguille et qui n'aimait pas ce contact. Alors c'est difficile en tant que parent de savoir, de voir à quel moment l'enfant a besoin de cette protection. Il faut le respecter aussi. Tout à fait. Vous vous étiez préparé au décès de votre père, dans la mesure où il était malade et que vous saviez que la fin ne serait pas naturelle, mais en tout cas inéluctable et également beaucoup plus rapide que vous auriez pu le souhaiter? Oui, on était très préparés puisque papa était malade depuis plusieurs années et en fait lui-même était prêt. Donc de sentir la personne prête à partir pour Ça, vous l'avez senti? Oui, tout à fait, pour un grand voyage. Il vous l'a dit? Il vous a dit, je n'ai pas peur de la mort? Non, non, il ne l'a pas dit, mais il avait une certaine sérénité qui nous laissait croire qu'il acceptait ce passage. Alors, il y a eu des moments, bien sûr, dans son regard de peur devant cette mort qui s'annonçait, mais après, on l'a vécu très sereinement. On s'est beaucoup préparé avec maman. Ça a été très dur, bien sûr, pour maman et pour nous. Et puis, après, on a préparé avec mes frères la messe de ses obsèques, mais avec une sérénité, et j'allais dire presque une joie, ensemble, chacun parlait de papa. Vous l'avez accompagné dans ce passage? Oui, tout à fait, l'inconnu. sauf au dernier moment, parce que, bon, il était en hôpital et on n'a pas pu être là à lui tenir la main pour le quitter, voilà. En tout cas, il est présent à travers ce que vous nous dites aujourd'hui dans votre cœur et dans vos propos, Marie-Françoise. On va parler du théâtre. Comment expliquez-vous que les mots, les textes, les idées d'autrui puissent à ce point vous nourrir, vous, Marie-Françoise, vous nourrir intellectuellement? Comment expliquez-vous ça? Plus qu'intellectuellement, je pense. Eh bien, pour un travail de comédien, on commence d'abord à découvrir un auteur, une œuvre, tout l'univers des mots, donc les mots qui ne sont effectivement pas les nôtres, qui ont leur substance. Et puis, petit à petit, de découvrir ce que l'auteur a voulu dire à travers le personnage. Mais vous décortiquez tous les mots, toutes les syntaxes. Oui, ça nous arrive parce qu'au Valet de Cœur, on défend la langue française. C'est le nom de votre compagnie théâtrale, de votre théâtre. On décortique, on aime bien aller voir, on prend des œuvres, on respecte les auteurs et leurs œuvres et la langue française. On aime bien voir ce qui se cache derrière ces mots et qui ont leur puissance également. Est-ce qu'en vivant des textes des autres, on peut se construire réellement? Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien vivante à travers, malgré tout ce que vous lisez ou dites des autres? Ah oui, plus que jamais, parce qu'au contraire, ça nourrit et ça permet aussi, à travers les personnages que l'on va créer, que l'on va fabriquer, de se connaître soi-même. Donc, à chaque fois, on est de plus en plus vivant, j'allais dire, de plus en plus présent, de plus en plus concentré sur soi-même pour, bien sûr, après donner dans le personnage. Mais oui, ça permet de découvrir beaucoup de choses sur soi-même, donc se sentir bien vivant. Alors, vous ne vous contentez pas d'être comédienne, Marie-Françoise Savary. Vous dirigez avec votre mari un théâtre, on l'a dit à l'instant, le théâtre du Valet de Cœur. On a l'habitude de dire que c'est un théâtre de poche parce qu'il est vraiment pas très grand, mais il est très beau, je le connais. Est-ce que c'est votre danseuse, votre petit caprice, ce théâtre? Je dirais pas un caprice, je dirais une réalisation, une création, quelque chose qu'on a créé avec mon époux, puisque j'ai la chance d'avoir un époux qui partage la même passion que moi. Et bon, lui-même a une autre profession. Oui, il a une autre profession. Il est à la retraite maintenant, mais il a une autre profession, ce qui m'a effectivement permis de pouvoir faire ce métier de comédienne. Sans trop vous soucier des fins de mois. Voilà. Parce que c'est un métier difficile, vous voulez dire. Tout à fait. Et d'avoir cette lourde charge économique. Voilà. Donc c'est vraiment la passion qui nous anime. Et comme ce petit théâtre est à nous, on peut créer ce que l'on veut, quand on veut, au moment où on veut. Et on fonctionne beaucoup sur des coups de cœur quand on lit des œuvres. Donc pas de mode? Pas de mode, voilà, des coups de cœur, des rencontres artistiques, de l'écriture. Et puis après, on monte et on a ce petit lieu, ce petit nid privilégié dans ce quartier au cœur de la ville. Vous êtes enseignante au sens où vous enseignez l'art du théâtre et on sait que bon nombre de jeunes, à un moment donné de leur vie, passent par le théâtre. Je vais moi-même faire un aveu. Après tout, je demande beaucoup d'aveux à mes invités. Je vais vous dire que quand j'étais adolescent, j'ai fait moi-même du théâtre pour essayer d'être un peu plus à l'aise devant autrui. Et est-ce que vous pensez que le théâtre, c'est une bonne école de la vie pour se sentir plus à l'aise en public?
plus à l'aise. Puis c'est une école de patience, de rigueur, de travail, de passion. Il faut continuellement apprendre à inventer, à réinventer, à aller chercher des solutions qui ne s'imposent pas forcément à nous-mêmes tout de suite. Donc ça demande de l'effort, puis de l'endurance aussi. Une fois que c'est créé, on doit continuer. C'est pas pour rien qu'au théâtre, on appelle répétition, pour aller petit à petit, avec patience, avec minutie, avec exigence, là où le personnage nous demande d'aller. Donc ça, au niveau de la vie, enfin, comme recette de vie, je pense que le théâtre, c'est quelque chose de très important. Et puis, c'est un art vivant aussi. Donc, quand après, on donne le spectacle devant des spectateurs, c'est nous, les spectateurs sont là, en chair et en os, nous aussi, et on doit... Vous disiez, quand vous vous êtes assise, là, avant qu'on appuie sur le rouge, comme on dit, pour enregistrer l'émission, je vous ai dit, vous avez l'habitude, vous, des projecteurs. Vous m'avez dit, non, c'est pas du tout la même ambiance qu'au théâtre, un plateau de télévision. Non, pas du tout. D'abord, au théâtre, on a le texte de l'auteur qu'on a appris, on a travaillé le personnage. Là, on n'a pas répété. Voilà, et après, il y a l'effet public. Et quand on est en adéquation avec l'auteur, ce que transmet le comédien et ce que le public accueille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, j'accueille quelques-uns des mots que vous venez de prononcer: minutie, rigueur, passion. Ce sont des expressions que l'on retrouve à travers le monde de l'artisanat. L'artisanat, c'est ce que vous avez voulu mettre à l'honneur aujourd'hui à travers votre émission de télévision, et vous nous avez donné envie de découvrir un lieu où vous aimez vous ressourcer. C'est un quartier de Clermont-Ferrand, guide privé avec Laetitia Chadna. J'ai choisi ce quartier parce que je l'aime, tout simplement, parce que je trouve que les gens sont authentiques, sont simples. C'est le cœur de la ville, oui. Ça aussi, c'est important que ce soit le cœur d'une ville. Vraiment, on va à l'essentiel, et on va aussi un petit peu à l'essentiel avec les gens de ce quartier. Bonjour Lionel. Bonjour. Cette année où on a eu un temps clément, c'était agréable parce qu'on a pu être sur la terrasse, et puis on se croit en vacances, puis on voit des gens passer, donc voilà, des gens qu'on ne connaît pas, mais on les regarde, et puis moi ça m'aide pour construire des fois mon personnage. On voit certaines personnes marcher de telle manière, telle autre, avoir telle attitude corporelle, donc c'est très enrichissant. Je me souviens qu'il y avait une personne qui marchait, alors qu'elle était un petit peu âgée, et qui marchait de cette façon-là, donc elle avait le bras comme ça, près de son corps, et du coup je me suis inspirée pour effectivement jouer un rôle, la bonne de Ionesco, un personnage un peu étrange, un peu particulier. Je trouve que les rues, les maisons de ce quartier sont intéressantes, les éclairages sont différents chaque fois. C'est plein de petites choses cachées, plein de petits secrets, des jardins, on n'a pas l'impression qu'il y a ça derrière. On a l'impression de vivre dans une autre époque. Il y a encore le rond pour attacher le cheval, et ça y est, on se transporte dans l'époque moyenâgeuse ou du XVIe siècle, du XVe siècle. Et là, hop, ça y est, on est complètement en dehors du temps et en dehors de la ville telle qu'on la connaît, de la ville moderne. Voilà. Je viens souvent parce que j'aime bien d'abord toutes ces toiles qui sont très différentes. Et puis c'est un artisan, quoi. Il travaille avec sa main, il travaille avec minutie, avec patience, un peu comme le comédien justement va travailler avec cette patience, cette minutie, avec son savoir-faire. Ici, avec les élèves, on avait dit des textes de La Bruyère. Et il y avait des musiciens, puis les élèves qui étaient là, et on s'était bien amusés parce qu'on avait répété. Je voulais faire monter à un moment donné une élève sur le rebord de cette fontaine, et puis elle est tombée dans la fontaine. C'est un quartier très porteur pour créer, oui.
Et le coup de l'élève, ça vous amuse, hein, j'étais en train de vous dire. Marie-Françoise Savary, comédienne, est notre invitée, comédienne qui joue aujourd'hui son propre rôle, j'ai envie de dire ça comme ça. Et j'ai dit tout à l'heure que notre émission serait placée sous le signe de l'amour. Alors, autre exemple de cet amour qui vous anime, que vous entretenez et dont vous témoignez très facilement, je vais le dire comme ça, c'est bien votre couple. Et puis votre relation à votre mari ou avec votre mari, je ne sais pas comment dire. Quand nous nous sommes rencontrés, vous m'avez spontanément parlé de lui en me disant, ben voilà, j'étais jeune, je l'ai regardé, et puis je l'ai aimé, je l'aime toujours. Moi, je trouve ça magnifique. Ben oui, c'est une chance, c'est vrai, que j'ai eu, parce que le premier garçon que j'ai aimé, c'était aussi là, un coup de cœur, un coup de foudre. C'était lui, j'étais jeune, j'avais 17 ans et demi. Et puis depuis, ben, on est mariés depuis 35 ans, on va fêter même nos 36 ans cette année. Félicitations. Merci. Et bien, il y a toujours l'amour qu'on se porte mutuellement ou qu'on se transmet mutuellement. Est-ce que vous dites, il y a toujours l'amour qu'on se porte, qu'on se transmet, mais vraiment, vous le sentez ça en vous-même? Ah oui, quand bien vous vous sûr. réveillez tous les matins, Ah vous oui. dites je l'aime, il m'aime? Ben, on se le dit plus parce que c'est quelque chose qui est là. Donc on n'a plus besoin de se poser de questions, de savoir si ça existe ou pas, c'est là. Voilà. Ce toujours, le fait de se dire, ça sera toujours lui, je serai toujours avec lui, est-ce que ça a pas, je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, ça vous a pas angoissé? Non, parce que notre relation est toujours vivante. Donc peut-être à travers le théâtre, justement, parce qu'on a la chance de partager cette même passion. Donc on est toujours en train d'échanger sur nos prochaines créations, sur celui-ci, sur celle-ci, sur autre chose, sur la nature, sur les enfants. Donc il y a toujours un échange très, très vivant. C'est une des recettes à la longévité des couples, ou à ce toujours du couple et de l'amour conjugal. Il faut donc partager quelque chose. Je pense qu'il faut partager quelque chose de fort, avoir un respect mutuel. Et puis, avec mon époux, on a su garder l'un et l'autre sa propre bulle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où lui ou moi, on a envie d'être seul, sans l'autre. Et on a su aussi... L'autre doit le respecter. Voilà, tout à fait. Même s'il n'est pas très content. C'est pas une question de content ou pas content, je pense que c'est quelque chose, justement, enfin, comme vous disiez, j'aime pas tellement le mot de la recette. Il y avait, dans un texte de Tagore, il disait ça, il y avait les arbres qui étaient plantés les uns à côté des autres, comme le couple peut être un arbre, un autre arbre. Si les arbres sont trop rapprochés, ils n'ont plus de lumière, ils peuvent plus croître. Alors que s'ils ont chacun l'espace pour recevoir la lumière, ce qui est leur ressource dans la terre, ils peuvent vivre. Et au contraire, s'apporter mutuellement par rapport à par leurs propres expériences. Et je pense que c'est quelque chose d'important de respecter la bulle de l'autre. Toujours l'amour dans notre conversation, Marie-Françoise, bien sûr, et bien celui que vous portez à vos enfants et que vos enfants vous portent. Vous avez 3 fils et une fille, Maric. Alors Maric, vous l'avez accueilli dans votre vie différemment de vos fils, puisque son arrivée, vous l'avez vécue tous ensemble dans un aéroport. Voilà, elle est arrivée, bien, elle existait, elle était sur cette terre. Et puis elle est venue vous voir, vous l'avez accueillie. Racontez-nous un petit peu cette grossesse différente des autres. Alors ça aussi, c'était un moment important de notre vie de couple parce qu'on avait fait le choix d'avoir cet enfant différemment, comme vous l'avez dit. Et mon mari et moi, nous vivions de la même façon, peut-être pas de la même façon, mais au moins au jour le jour cette grossesse. Alors que souvent, c'est la femme qui porte l'enfant et puis à la fin, qui a toute une intimité avec le bébé qu'elle porte. Et puis le mari, alors le que papa, là, tout le monde a bien compris. Marie n'était pas dans votre ventre puisqu'elle était née en Corée. En Corée, tout à fait. Et ça a été long, c'était une grossesse longue, 3 ans et demi. Et nos fils aussi attendaient leur petite sœur. Pas évident juridiquement parce que pas évident, non. Vous aviez la possibilité, vous étiez en capacité d'avoir des enfants naturels, donc les services de la DAS ne vous regardaient pas comme public prioritaire. Pas tout à fait. On sort de la poésie là, mais on est sur la réalité. Parce que j'ai entendu certaines choses de la DAS qui étaient vraiment très désagréables à entendre. Le jour où ils m'ont dit, mais vous accepteriez même un noir? Et je leur ai répondu, oui, même un enfant en solde, je le prends. Voilà, donc on a eu quelques petits mots avec la DAS, délicats à ce moment-là. Et puis on a accueilli Marie avec ses frères, mes parents, et puis son parrain et sa marraine à Orly, comme vous aviez dit.
Et là, ça a été un moment extraordinaire de joie intense, de bonheur, comme si le temps s'était arrêté au moment où elle était arrivée. Je vous avais dit, bon, dans l'aéroport, on a l'habitude d'entendre du bruit, des va-et-vient, les annonces, avions, les enregistrements et tout. Et quand notre fille est arrivée, on a eu l'impression que le temps était suspendu. Et comme dans ces films, l'héroïne arrive baignée de lumière. C'était vraiment un moment magique. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui vous écoutent avec beaucoup d'attention et d'émotion parce que même s'apprêtent à recevoir, à accueillir des enfants dans leur vie de famille. Ça a l'air idéal, là, ce que vous êtes en train de nous dire, mais je pense que ça ne doit pas être si simple. Quand vous avez quitté l'aéroport, vos fils ont peut-être eu une pointe de jalousie envers Marie parce qu'elle arrivait, elle n'était pas de vous-même, ni de leur papa. Vous deux, vous avez dû vous demander si vous alliez pouvoir ou trouver suffisamment d'amour à lui donner, parce qu'elle avait vécu des moments difficiles déjà. Tout à fait, oui. Bon. Enfin non, parce que les enfants l'attendaient, leur petite sœur. Donc on les avait préparés et quand ils l'ont vue arriver, c'était leur petite sœur. Ils ont été très protectionnistes au contraire. Et c'est vrai que mes 4 enfants forment une fratrie. Bon, faut pas toucher à l'un d'eux. Donc il n'y a pas eu ce sentiment de jalousie. C'est vrai qu'on s'était posé la question avec mon époux. Un enfant qui vient de notre chair, peut-être, tout à l'heure on parlait de la tendresse, du contact qu'on peut avoir avec un enfant. Quand on parlait de votre papa tout à l'heure. Voilà, et ça c'est pas tout à fait évident parce que la Corée, les gens sont d'une autre culture, n'ont pas la même façon d'extérioriser leur tendresse. Donc ça effectivement, on s'était un petit peu posé la question. Puis après, bon, je dirais, on l'avait tellement voulu. Vous avez respecté la bulle de Marie. Voilà, puis on avait tellement voulu notre fille que quand elle est arrivée, c'était un grand soulagement. Puis maintenant, c'est une belle jeune femme, magnifique. Heureuse. Heureuse. À travers son papa et sa maman. Je vous regarde, je vous écoute. Il y a un paradoxe qui résonne en vous. Vous semblez complètement ancré dans la réalité. Et à côté de ça, on a le sentiment que vous recevez la vie, les choses avec une énorme passivité. Ah, passivité, non. Avec la chance d'être à l'écoute et de voir les petits signes qui peuvent se passer autour de moi et de les capter. Mais pas passivité. Avec confiance, je pense. Je vous avais parlé de la phrase de Tagore, qui est un grand poète indien, qui disait « Je suis comme un piano vivant. Je ne sais pas qui vient jouer, ni quand ce quelqu'un vient jouer. Il est même difficile de savoir pourquoi il joue. J'entends seulement la musique qui est jouée. » Donc je me situe plutôt comme ça. Je suis à l'écoute et je reçois les choses. C'est quoi le secret d'être à l'écoute des choses, de la vie, des autres, des rencontres ? Il se passe plein de choses autour de nous. Ça va être une musique qu'on entend, un regard que l'on croise, un sourire. Il y a tellement de choses dans la vie qui se passent que si on est à l'écoute, on reçoit finalement beaucoup plus de choses que l'on pense. On dit souvent je possède ce que j'ai donné et puis aussi ce que je reçois. Donc c'est vrai que c'est peut-être le métier de comédien qui fait qu'on a des petites antennes comme ça partout et qu'on peut recevoir des choses non dites et Est-ce que c'est facile de faire ce que vous faites depuis une petite demi-heure maintenant, c'est-à-dire de parler de vous-même ? Au début, c'était pas facile, mais là, je me sens en confiance, donc j'oublie caméra et spectateurs, je ne sais pas s'il faut dire ça, et téléspectateurs. Non, je les oublie pas. Mais c'est vrai, quand il y a un climat de confiance, ça va bien. On va revenir quelques instants à votre capacité à écouter les autres, à recevoir ce qui se passe de la vie dans votre entourage, autour de vous. Vous aimez les terrasses de café pour comprendre un peu le monde ? Oui, parce que les terrasses de café ou les endroits publics, quand on est installé dans un jardin public, c'est peut-être aussi mon mari qui est écrivain, qui observe beaucoup les gens pour pouvoir écrire. Et c'est vrai, quand on observe les gens et qui ne sont pas eux-mêmes en état de regardant,
ils sont en état de regarder, j'allais dire. Donc on leur prend peut-être quelque chose, mais c'est très très intéressant. C'est presque du Balzac ce que vous êtes en train de dire. Peut-être c'est du Balzac, c'est un grand auteur tourangeau, on va le citer. Merci. Et la manière de se tenir les gens, la manière dont ils se parlent. Et puis il y a des tableaux de vie intéressantes sur les bancs, et des gens qui sont penchés tous les deux de la même façon, qui se parlent en se penchant l'un vers l'autre, qui ont leurs petites habitudes. C'est vraiment passionnant. Il nous reste 20 secondes. La pièce que vous aimeriez jouer, vraiment. Celle qui couronnerait votre carrière. J'ai déjà eu la chance de jouer Sotoba Komachi, d'un auteur japonais, et Sarah, l'année dernière, cette grande actrice de théâtre. Alors j'espère rejouer des rôles comme cela, oui, longtemps. Merci beaucoup Marie-Françoise Savary de vous être confiée ici sur le plateau de Guide Privé. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.